Pour faire le test d'hypothèse du chi-carré, le chercheur va comparer les fréquences observées dans son échantillon avec les fréquences qu'il devrait théoriquement y avoir s'il n'y a pas de lien. Ces fréquences, ce sont les fréquences théoriques. Elles se calculent pour chacune des cellules d'un tableau de répartition. À la page 117, vous avez la répartition de 500 élèves selon le professeur et la note. Il y a 3 modalités pour la variable prof. J'ai 3 classes pour la variable note. J'ai donc 9 cellules dans mon tableau. Et, vous le savez déjà, le tableau a 4 degrés de liberté. Vous avez la formule. Pour chacune des cellules, nous allons donc regarder le total de la ligne correspondante fois le total de la colonne correspondante divisé par le grand total. J'ai 9 calculs à faire. En général, les fréquences théoriques s'arrondissent à une décimale. Pour continuer le test de chi-carré, je dois vérifier que chacune des fréquences théoriques est plus grande et égale à 5. Plus grande ou égale à 5, c'est le cas ici, de toute façon. Le test de chi-carré va calculer l'écart entre la fréquence observée et la fréquence théorique pour chacune des cellules de mon tableau. Et si je reprends ma première cellule, la fréquence observée est de 60 et la fréquence théorique est de 64,8. Il y a un écart de 4,8 ici. S'il n'y a pas de lien entre les deux variables, les fréquences observées devraient être proches des fréquences théoriques. L'écart devrait être petit. S'il y a un lien, les fréquences observées devraient s'éloigner des fréquences théoriques. L'écart devrait être grand. Il faut trouver une façon de calculer une variable d'écart pour les 9 cellules à la fois. Cette variable, c'est le chi-carré ou le chi2. Le chi-carré est une statistique. Elle se calcule à partir de notre échantillon. Essentiellement, la variable chi-carré calcule l'écart entre la fréquence observée et la fréquence théorique. L'écart est élevé à la 2 et puis on divise ensuite par la fréquence théorique. On doit donc faire un calcul pour chacune des cellules du tableau. 9 calculs ici. Regardez la première cellule. 60 moins 64,8, ça me donne moins 4,8. J'élève au carré pour supprimer le moins et je divise par 64,8. Vous faites 9 calculs et on additionne. Le total me donne 3,88. Est-ce que l'écart est grand ou est-ce qu'il est petit? Pour le savoir, je dois comparer le chi-carré que j'ai calculé avec une valeur critique qu'on lit dans une table. Ici, la valeur critique du chi-carré se lit bien sûr dans la table des valeurs critiques du chi-carré. Le chi-carré dépend du seuil de signification que l'on a choisi ici à 5%. Il dépend également du nombre de degrés de liberté qui est de 4. Notre chi-carré critique est donc de 9,49. Je vous montre le graphique qui représente la loi du chi-carré que vous n'avez pas dans votre cahier de notes. Imaginez que l'on puisse prélever tous les échantillons possibles d'une population dans laquelle les deux variables n'ont pas de lien entre elles. Pour chaque échantillon prélevé, il y en a des millions. On calcule le chi-carré. La loi du chi-carré que vous avez à l'écran représente donc la répartition de tous les échantillons possibles selon la valeur calculée du chi-carré. Sur l'axe des X, vous avez la valeur du chi-carré calculée pour notre échantillon. Lorsqu'on est proche de 0, on est tout à gauche, eh bien ça veut dire que les fréquences observées sont très proches des fréquences théoriques. Lorsque le chi-carré est élevé, on est à droite. Ça veut dire que les fréquences observées sont éloignées des fréquences théoriques. Et le schéma vous montre que même si les deux variables ne sont pas liées, on peut tomber par hasard sur un échantillon qui va nous donner une valeur de chi-carré élevée. Le chercheur doit se donner un seuil. À partir de quand est-ce que je vais rejeter l'hypothèse H0? Le chi-carré critique, c'est ce seuil-là.
Si notre qui carré calculé se trouve à gauche, nous sommes dans la zone de non-rejet. Si le qui carré que l'on a calculé se trouve à droite, on va être dans la zone de rejet. Le chercheur a un risque de se tromper parce qu'il y a des échantillons qui vont avoir un qui carré élevé, même si dans la population les deux variables ne sont pas liées. Alors le risque, ici, il est de 5%. Le seuil de signification qui correspond au qui carré critique, il est de 5%. C'est la zone ombragée ici. Si le qui carré est plus petit ou égal au qui carré critique, nous sommes à gauche du qui carré critique. On est dans la zone de non-rejet. Normalement, on ne rejette pas H0. Et vous avez également la probabilité que le chercheur se trompe, qui est donnée par la zone assurée en orange. La probabilité que le chercheur se trompe est collée au qui carré que l'on calcule. La zone orange est bien plus grande que le seuil de signification. Ça veut dire que la probabilité que le chercheur se trompe s'il rejetait H0 dans ce cas-là, eh bien, elle est très grande. Si le qui carré est plus grand que le qui carré critique, la probabilité que le chercheur se trompe est plus petite que le seuil de signification. Nous sommes dans la zone de rejet. Ça veut dire que le chercheur va rejeter H0. Je vous rappelle qu'à la fin du test, le chercheur décide de ne pas rejeter H0 ou de rejeter H0. SPSS me donne la valeur du qui carré, ce qui fait que lorsqu'on a SPSS, on n'a pas besoin de la calculer. SPSS me donne également la probabilité que le chercheur se trompe. Elle est donnée sous signification asymptotique. 0,422. Faites attention, SPSS ne met pas le 0. Parfois, des élèves se trompent en convertissant la décimale en pourcentage. La probabilité est donc de 42,2% que le chercheur se trompe. C'est une probabilité énorme, c'est un risque de se tromper qui est très grand. Ça veut dire que si le chercheur rejetait H0 avec son qui de 3,88, eh bien, il y a un risque qu'il se trompe de 42%. Ce qui me permet de passer maintenant aux étapes du test. On va les parcourir assez vite puisque le mieux est de le voir directement avec des vraies données. La première étape consiste à formuler les hypothèses. L'hypothèse nulle H0, il n'y a pas de lien entre les deux variables. L'hypothèse H1, il y a un lien entre les deux variables. La deuxième étape, nous choisissons le seuil de signification. Habituellement, on le choisit à 1% ou à 5%, mais vous avez vu qu'il est possible également de le choisir à 2%. Troisième étape, vérification des conditions d'application du test. Le test de qui carré ne peut s'appliquer que si chaque fréquence théorique est supérieure ou égale à 5, quel que soit le seuil alpha. Si une de ces fréquences était inférieure, le chercheur doit recommencer son échantillonnage. L'échantillon, bien sûr, est sélectionné aléatoirement. Quatrième étape, c'est le calcul de la variable d'écart. Et j'ai ajouté ici probabilité que le chercheur se trompe. La variable d'écart est calculée à partir de l'échantillon, c'est une statistique. Elle mesure l'écart entre les fréquences théoriques et les fréquences observées, d'où le nom variable d'écart. La probabilité que le chercheur se trompe est donnée par SPSS. L'étape 5 consiste à déterminer la valeur critique. Cette valeur se lit dans une table de valeurs critiques. Elle dépend toujours du seuil de signification et du nombre de degrés de liberté, quel que soit le test que l'on va faire. Dans le cas où SPSS me donne la probabilité que le chercheur se trompe, je n'ai pas besoin de la valeur critique. C'est une étape qu'on pourrait laisser tomber, mais que l'on va quand même faire ici, dans ce cours. Encore une fois, la valeur critique se lit dans une table des valeurs critiques. Il existe une table des valeurs critiques du qui carré, il existe une table des valeurs critiques pour le test de T, et il existe une table des valeurs critiques pour la corrélation aussi.
Étape 6. Il s'agit de formuler la règle de décision. Il y a deux façons de la formuler. La première, si le qui carré est plus petit ou égal au qui carré critique, je ne rejette pas H0. Et si le qui carré est plus grand que le qui critique, je rejette H0. Vous devez donner les deux phrases à la fois. Ça, c'est la première façon de formuler cette règle. La deuxième façon, lorsqu'SPSS nous donne la probabilité que le chercheur se trompe, c'est peut-être la plus facile à utiliser. La deuxième formulation donc, si la probabilité que le chercheur se trompe est supérieure au seuil de signification, je ne rejette pas H0. Et si la probabilité que le chercheur se trompe est inférieure au seuil de signification, je rejette H0. Ça, c'est ma règle. Une fois que la règle est formulée, on prend la décision. On décidera de rejeter ou de maintenir l'hypothèse nulle. Et on conclura à l'existence d'un lien ou à la non-existence d'un lien. Il existe une 8e étape pour le test de qui carré seulement, et elle s'applique uniquement dans le cas où il y a un lien. Ça consiste à mesurer la force de ce lien avec une autre statistique, ça veut dire un autre calcul, c'est le coefficient de Cramer. SPSS le calcule pour nous. Mais c'est pas très compliqué. On calcule le V de Cramer à partir du qui carré que l'on vient de calculer, que l'on divise par petit n la taille de l'échantillon et par h-1 où h est le nombre de modalités de la variable qui en a le moins. Le V de Cramer est une valeur qui se situe entre 0 et 1 et elle va donner la force du lien entre les deux variables. Alors je m'arrête pour la deuxième partie. La troisième partie, c'est des exemples de tests